Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde en direct. Bien évidemment, je remercie déjà, ce sont les remerciements d'usage, Arnaud à la technique. Bonjour mon cher Arnaud. Bonjour Nicolas. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous pour nous garantir sur le plan technique. C'est essentiel, sans les techniciens évidemment, je ne sais pas comment on pourrait émettre. Eh bien, je remercie les bénévoles maintenant, que ce soit Sylvie ou Patrice, tous les deux réunis ce matin. Ça fait plaisir pour un samedi matin d'avoir carrément 2 personnes. N'embouteillez pas trop non plus le standard, parce qu'il y a des gens qui appellent. Soyez brefs dans vos questions, observations, remarques, et sinon passez, s'il vous plaît, chers auditeurs, par courriel électronique. Voilà, ça évitera on soit amené, que les bénévoles soient amenés à rester trop longtemps sur une communication téléphonique. On essaie d'en répondre le plus possible durant cette matinée qui voit donc le libre journal de géopolitique profonde de 9h à 10h30, puis le libre journal des controverses de mon ami Mike Borowski. Je me tourne sur ma gauche, sur celle qui m'assiste, quand ce n'est pas moi qui l'assiste, comme ce fut le cas de la semaine dernière, où elle fut une invitée de marque avec Elena Pérou, émission qui, je crois, fut beaucoup appréciée par vous, chers auditeurs. Bonjour Lara et bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Mais moi aussi, je suis bénévole, n'oubliez pas, tout comme vous. C'est vrai. Une radio associative sans un certain bénévolat, ça aurait en effet aussi beaucoup de mal à fonctionner comme oui, comme mais bon, les si vous ne précisez pas, ça peut, ça peut être prêter à confusion. Voilà, exactement. Bon alors, comment allez-vous, ma chère Lara, après cette vie trépidante pendant une dizaine de jours moscovite, être redescendue sur le plancher des vaches, est-ce que vous avez retrouvé le Paris que vous aimez, la France que vous avez élu de votre cœur, puisque vous n'êtes pas d'origine française, mais vous en avez pris la nationalité? Retrouver, oui. Après, est-ce que ça fait plaisir de voir l'état dans lequel se trouve la France et puis Paris. C'est cette ville qui faisait pleurer tellement elle était jolie, tellement elle était éblouissante. Le syndrome de Stendhal, c'était pour Florence, mais c'est vrai qu'il existait aussi pour Paris. Tant de magnificence. Je me rappelle mes premières larmes quand j'avais vu la Concorde, place de la Concorde, le soir. C'était la plus belle place de nuit. Et vous en pensez quoi maintenant de cette place de la Concorde avec des espèces de caisses de palmiers bizarres, je sais pas. Moi, j'aime bien Nice, mais place de la Concorde, c'est une perspective. C'est vrai que des palmiers, des micro-palmiers dans des espèces de caisses de plastique. Voilà, la créolisation de Paris. Ouais. Je sais pas si ça encore, créolisation, je trouve qu'il faudrait pas tout mettre sur le dos de Mélenchon. Je crois que il y a ce qu'il faut déjà chez les socialistes, chez les centristes. Ah, c'est peut-être les pires même. Hein. Parce qu'ils sont, ils passent pour des modérés, ils passent au pouvoir et en fait ils foutent tout en l'air. Donc voilà. Triste pour Paris, triste pour l'image que donne notre pays vis-à-vis des étrangers, parce que les aéroports sont dans un état lamentable, parce que les routes sont très délabrées, et qu'on rentre des pays qui sont censés être presque à peine sortis de leur état de tiers-monde, où l'image donnée aux étrangers est tout autre. C'est tout. Bon, en tout cas, je vous confirme que même à 50 km/h sur le périphérique, il y a encore des accidents. Oui, et grave. Qui bloquent encore plus. Probablement très grave, la semaine, au début de semaine. Oui. Tout à fait. Oui, bon. Géopolitique profonde, donc c'est une revue confidentielle et la 24e de mai 2025. Eh bien, nous avons de la géostratégie avec Sylvain Ferreira, la macroéconomie avec Andy Bussaglia. Nous avons le président Pengam qui donne ses conseils. Mondialisme, eh bien, nous avons Thibaut Kerlirzin en technosciences, Laurent Ozon. Et puis, l'article dont il sera question aujourd'hui, qui est de celui de nos invités d'ailleurs du jour, Youssef Indy et Pierre-Antoine Plaquevent, et dont le titre est
n'est autre que Israël veut récupérer Gaza. Est-ce que vous voulez... Ah, j'entends, ça doit être mon... Voilà, j'avais du mal à m'entendre. C'est grave. Oui, oui. Donc, Israël, alors leur livre aussi, Israël et la guerre mondiale des religions. Géopolitique et millénarisme de Youssef Indy et Pierre-Antoine Plaquevent, aux éditions Culture et Racines. Eh bien, déjà peut-être commencer, avant de faire une courte revue de presse, peut-être par les saluer, c'est le moindre des choses. Je pense, allez-y, Nicolas. Alors, on va commencer par Youssef Indy. Bonjour mon cher Youssef et bienvenue dans cette dans ce livre journal de géopolitique profonde. Du matin. On s'était hier sur un autre format, ma langue a fourché. Bonjour Youssef. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. On vous entend parfaitement. J'espère que c'est le cas aussi de Pierre-Antoine Plaquevent. C'est toujours un plaisir de le retrouver, que ce soit sur Radio Courtoisie ou Géopolitique Profonde. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Nicolas, bonjour Lara. Bonjour. Merci de l'invitation. Bon alors nous, quand on était à Moscou, vous étiez à Ibiza, c'est ça? Oui. Mais vous avez... en Espagne, en fait. C'est une partie de l'Espagne. Oui, on va dire ça. Mais vous avez des airs... vous faites penser à Alexandre Douguin, avec le... Ah, je ne sais pas si c'est un compliment. C'est pas... Mais pour c'est pas Pierre-Antoine, j'en sais rien. Non, mais... Ah si, pour moi c'est un compliment. Dans 20 ans ou 30 ans, voilà l'image, vous pouvez vous regarder en regardant Alexandre Douguin, je pense. Ah oui, mais je n'ai pas malheureusement l'étendue de ses connaissances, ni de ses... je ne suis pas polyglotte comme lui. Ah, quand même, ne soyez pas modeste comme ça. Enfin, polyglotte, ça, d'accord. Ouais. Il parle très bien le français, j'ai pu le constater en effet. Non, mais pour s'exprimer... il lit le vieil allemand, c'est quand même... c'est-à-dire que les Russes ont une plus grande perméabilité à apprendre les autres langues de par la complexité de leur langage et la richesse phonétique de leur langue, en fait, ce qui a été prouvé, qui permet d'apprendre plus de langues, alors que le français, justement, de par sa sonorité, crée des esprits qui ont plus de difficultés à apprendre plusieurs langues. Pierre-Antoine Plaquevent est écrivain, analyste politique, auteur de plusieurs livres, dont Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, c'est aux éditions toujours Culture et Racines. Globalisme et dépopulation, société ouverte contre Eurasie, justement. L'Eurasie et l'eurasianisme de Douguin. Il est spécialisé dans les domaines de la guerre cognitive, de la métapolitique et de la géopolitique, et il dirige le club de réflexion, on va dire, je ne sais pas, parce que c'est un terme anglais atroce, et je le sens déjà presque... oh là là, il a vu le mot. Stratégica, on va dire. Voilà, le stratégica.fr et la lettre confidentielle d'information Polemos. Vous avez toujours cette lettre d'information Polemos? Ah, tout à fait, oui, et qui évolue vers un cours, comme je vous avais dit. Le séminaire en Espagne, c'était un séminaire de géopolitique qui reprend les éléments du cours et qui sera d'ailleurs, les cours que nous avons donnés là-bas seront inclus dans le cours Polemos et sur Stratégica. Voilà, l'idée étant de régulièrement, en fait, de lancer une formation en ligne régulière et avec des événements, des séminaires régulièrement en Europe. Puisque pourquoi aller sur les îles en Espagne? Parce que on ira ensuite ailleurs aussi. En fait, maintenant, je pense qu'il faut déployer une... Ne vous justifiez pas, c'est pas nécessaire. Non, mais une stratégie comme la France est en train va subir une double courbe d'effondrement et de totalitarisme, eh bien, il faut déployer des réseaux dans différents pôles, de manière à pouvoir se replier selon les configurations et avoir des alliés un peu partout. C'est une stratégie que je qualifierais de thalassocratique à notre niveau, à petit niveau, puisque on cherche maintenant à nous enfermer. Vous parliez là de Paris, s'ils installent la végétalisation des grandes villes, etc., ce n'est que le prétexte pour nous immobiliser. Les villes 15 minutes, tout est très cohérent dans
dans leur projet, hein, c'est-à-dire la dépopulation, les villes 15 minutes, la destruction de l'industrie carbonée, et en fait la maîtrise de tous les processus vivants, de la naissance à la mort de l'individu, et à la fin l'individu comme objet connecté. Mais pour autant, moi je suis optimiste parce que, comme notre devise, ça pourrait dire, c'est le pire n'est jamais certain. Et en fait, je pense ils ont l'appétit un peu trop gros, et ils ont beau avancer les choses de manière furtive, les éléments disjoints comme ça, comme si c'était des choses déconnectées les unes des autres. Ils ont un projet réellement, mais je pense qu'ils n'arriveront pas à le réaliser, mais il y aura de la casse au milieu. Donc le tout, c'est de savoir comment éviter la casse et préserver sa sécurité personnelle et collective, hein. C'est l'objet de la revue géopolitique profonde, mais c'est aussi l'objet de Stratégica. Et vous disiez comment définir Stratégica, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est un laboratoire d'anticipation politique. Parce que si on regarde bien, toutes les tendances que nous avons analysées dans Stratégica, sans vouloir se jeter des fleurs, eh bien, se sont réalisées, nous les avons anticipées. Et ça nous a permis de passer des caps et de résister. Voilà. Donc je pense que c'est important. En fait, on peut comprendre, on peut anticiper ce qui se passe si on l'analyse bien. Merci Pierre-Antoine. Youssef Indy, lui, est écrivain, chercheur indépendant, historien de l'eschatologie messianique. Ses travaux de recherche sont tournés principalement vers l'étude des origines des idéologies modernes, de leur évolution et leur influence sur la politique et la géopolitique contemporaine. Youssef Indy s'est fait connaître pour son premier ouvrage « Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations », paru en 2015. Il a depuis publié de nombreux ouvrages. Il donne, seul ou accompagné, des conférences sur ses thèmes de prédilection. L'islam, le sionisme, le mondialisme. Il participe également aux travaux de centres d'études géopolitiques, dont justement Stratégica. C'est bien ça, mon cher Youssef. Oui, aucune erreur, c'est parfait. Ouais, c'est bien ça. Je l'ai puisé à la meilleure source, je pense. C'était pas si compliqué. Alors, je vois qu'il y a déjà un auditeur. Votre indicatif, Lacrimosa dies irae, jour de colère et de pleurs de Mozart. Alors, ils ont salopé la place de la Concorde où a été assassiné Louis XVI. Il y a quelques années, un 21 janvier, ils avaient organisé un défilé de mode chassant ce qui commémorait le Saint-Roi. Concorde la mal nommée. Il semble que ce soit en réalité le nom d'une secte maçonnique. Ah bon, je ne sais pas. Vous savez, le nom de ces loges bien courtoisement. Bonjour Denis. Qu'est-ce que vous faites, Lara? Vous voulez déjà partir? Un peu tôt, non? Je vais revenir. Mais il y a une revue de presse, moi j'aurais bien aimé, juste avant qu'on commence, avoir l'actualité. Ça fait une semaine que vous êtes revenu, vous ne l'avez pas suivi. On va parler de Gaza, on va parler principalement, c'est le thème de cette émission, de la destruction de Gaza programmée. Mais moi ce que j'aimerais échanger avec vous, c'est sur l'aspect, le déchaînement actuel, parce qu'on voit qu'il y a un narratif par contre. On a eu l'histoire des frères musulmans en début de semaine, oui. Clairement. Suite à l'élection de Retailleau, à la présidence de LR. C'est peut-être pas seulement suite à l'élection de Retailleau, mais moi je vois autre chose. Le petit doigt de Macron coincé par Erdogan. Oui. Je pense aussi que c'est pas par hasard que ça tombe maintenant. Hein. Et il y a eu cette humiliation infligée au président français, une de plus. Mais il aime ça, je pense. Je pense qu'il aime ça, mais disons la vengeance, elle peut être un petit peu comme ça, mesquine sur cet aspect-là. Moi, j'ai trouvé que vraiment c'est bizarre comme simultanéité. Moi, j'en sais rien, mais ce que je sais, ce qui n'est pas simultané, qui existe depuis 40 ans, ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec ces histoires de frères musulmans. Ils n'ont absolument rien fait. Et c'est surtout, encore une fois, ça tombe au moment où la société peut se consolider contre une seule et même cause. Et c'est à ce moment-là que ça tombe. Oui. Et je pense que... Quelle est cette cause sur laquelle on pourrait justement s'unir? Est-ce que c'est la lutte contre cette oligarchie apatride, cosmopolite? Je pense qu'il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui peuvent consolider la société, c'est-à-dire le rejet, par exemple, d'idées de participer à la guerre contre les Russes en Ukraine,
qui a à côté la fin de vie, cette façon d'installer le suicide assisté qui est une aberration. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels la société peut trouver concorde, justement. Et s'unir contre les gouvernants. Et c'est à ce moment-là que tombe une question qui est plutôt basée sur la discorde totale entre les religions, et ça tombe à ce moment-là. C'est pas par hasard. Vous vous souvenez de l'affaire Paty, ça tombe, l'attentat contre Samuel Paty tombe à pic au moment où on referme tout, deuxième confinement, deuxième fermeture des commerces essentiels, dont la France et le petit commerce ne se remettra jamais. Moi qui vis dans la ruralité aujourd'hui, je peux vous dire... Et à ce moment-là, la société toute est prête à résister à cela, rejette cette idée. Et l'affaire Paty l'assomme, la met dans un état de légumes, qui ne comprend même pas ce qui vient de se passer, qui se lamente et qui est saisi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les patriotes ne se comportent pas comme des chiens de Pavlov. Dès qu'on leur dit islamisme radical, dès qu'on leur dit frères musulmans, waf waf, non, c'est bon, à un moment donné, qu'ils réfléchissent un peu sur le pourquoi. Nicolas, tout est fait pour ça, vous voyez bien. Surtout que ceux qui le jettent en pâture, ça fait 40 ans qu'ils n'ont rien fait, voire qu'ils ont tout fait pour que les choses s'accroissent. Ils ont tout fait pour que ce genre d'idéologie et de main s'installe. Et en même temps, la semaine précédente, on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui, devant Ménard, qui pourtant n'est pas bien méchant à son égard, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un permanent de BFM. Allons, soyons sérieux. Le Ménard en question a le malheur de lui poser une question vraiment des plus atténuées, hein, des plus cordiales sur l'immigration. Et l'autre lui répond... L'autre, c'est celui à qui on doit le respect, qui est le président de la République, paraît-il, et qui répond « Mais enfin, on ne m'a jamais posé de questions sur l'immigration, c'est la première fois que j'en entends parler. » C'est à peu près, à peine en caricaturant ce qu'il dit. Non, mais c'est quand même... Ouais. Étant obligé de... Et alors, Retailleau, que vous prononcez Retailleux, c'est presque, c'en est charmant. Un jour, on aura le président Retailleux, donc à chaque fois je dirais non, pas Retailleux, Retailleau. C'est pas grave. Oh mon Dieu. Il s'en remettra. Quelle tristesse. Et l'attentat de Washington. Alors je ne veux pas de complotisme, mais quand même une si belle romance, on croirait. Oui, mais tout est. On savait d'avance qu'ils étaient fiancés, qu'ils allaient se fiancer, que la bague était achetée. Non, mais attendez, c'est comme Biden, quand on disait qu'il est sénile et qu'on était traité de conspirationniste. On apprend aujourd'hui par un livre de deux journalistes de CNN et d'un autre que depuis 2015, il était atteint de troubles cognitifs et qu'en 2020, on avait réduit à la plus simple expression sa campagne. Ils avaient pu tirer de la pandémie, justement, le fait de ne pas faire campagne, mais qu'il était déjà lourdement appareillé et qu'il ne pouvait faire que de très courtes interventions. Et on ose dire ensuite qu'il a volé l'élection au peuple américain de 2024. Aux démocrates. C'est une blague. Il a volé aux démocrates. Eux qui ont volé l'élection de 2020. C'est quand même absolument phénoménal, hein, ce que l'on vit aujourd'hui. Oui. Cette inversion accusatoire. Nous vivons vraiment dans le monde où le prince de ce monde est totalement déchaîné. Hein. Il est déchaîné, il règne. Il a les pleins pouvoirs de notre élite. Donc, Et il nous a mis dans le miroir. Bon, tout est inversé, bien sûr. Ouais. Bien, bon, écoutez, vous voulez parler ? Oui, non, vous avez vaqué à vos occupations, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je voulais saluer, parler un petit peu à nos bénévoles, parce que de toute façon, vous êtes 3, donc le temps d'antenne... Alors, autant c'était assez... Il y avait moins de testostérone la semaine dernière, puisque vous étiez à échanger aimablement avec Elena Perrault. Autant cette fois-ci, c'est vrai qu'on va rester entre mecs. Alors, allez-y. Très bien, parfait. Allez, merci Lara, en tous les cas. Bonne émission. Merci. Chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions à nos deux invités. Je les rappelle, Youssef Indy et Pierre-Antoine Plaquevent, dont on va réagir par rapport non seulement au livre, évidemment, sur la guerre de religion, mais aussi sur Géopolitique profonde, la revue confidentielle et l'article « Israël veut récupérer Gaza ». Alors, est-ce que... par quoi commencer, messieurs, qui souhaite d'ailleurs, j'avoue que vous avez une connivence qui fait que je vais vous laisser un petit peu le choix
du premier intervenant sur justement ce sujet de Gaza, de la Palestine, de ce que fait Trump par rapport à ça. Il y a beaucoup d'hésitation, de doutes même sur la politique de Trump, que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou que ce soit vis-à-vis d'Israël. Et est-ce que aujourd'hui on peut considérer que Netanyahou est dans une sorte de fuite en avant? Peut-être commencer par Pierre-Antoine. Vous voulez commencer, Pierre-Antoine? Oui, pourquoi pas. Allez-y. Je pense que je serais tenté de dire que comme en physique quantique, il y a plusieurs états qui se superposent, voyez-vous. Il y a l'aspect vraiment géopolitique, géoéconomique, où je pense que maintenant les États-Unis, notamment qui sont maintenant devenus des grands producteurs de ressources énergétiques avec le pétrole, le gaz de schiste, en fait, vont chercher à sortir du cycle de grande guerre au Moyen-Orient et par Trump, et à se dégager progressivement et à essayer, et c'est ça la force de Trump, de pousser vers des pacifications régionales avec les grandes puissances, Arabie Saoudite et même Iran. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'en fait on a une montée de tension et puis des négociations. Et je pense que c'est vers quoi on va. Et dans cette variable-là, eh bien, il y a effectivement la variable Netanyahou et la variable sioniste radicale, sioniste millénariste, comme nous l'appelons. Alors précisez, ça serait intéressant de bien préciser vos réflexions, les concepts que vous utilisez l'un comme l'autre. Et Youssef pourra compléter, bien sûr. Il y a cet aspect déjà géoéconomique et énergétique. Et il y a l'aspect, en fait, souvenez-vous que Trump est face, en fait, à des gens qui ont eux-mêmes donc leur propre agenda, qui est un agenda pas strictement géopolitique, mais qui l'est aussi, parce qu'il y a le projet de Grand Israël, hein, pour les gens comme Netanyahou. Et qu'est-ce que le projet de Grand Israël, finalement? C'est après le grand cycle de guerre au Moyen-Orient, depuis la première guerre du Golfe en 91, jusqu'à l'effondrement de la Syrie de Bachar al-Assad. En gros, on peut dire que tous les ennemis régionaux, sauf l'Iran, d'Israël, sont tombés. Et maintenant, vous avez eu cette parcellisation, en gros, hein, des ennemis d'Israël. Et Israël doit maintenant atteindre un espace vital que je qualifierais de critique pour être sécurisé par soi-même, en fait. Aujourd'hui, Israël, vous considérez que c'est un État sans frontières? C'est un État sans frontières. Oui, sans frontières définies, parce que pour eux, leurs frontières définies, ce seront celles du Grand Israël. C'est ça qu'ils doivent rejoindre. Et ils n'y sont pas encore arrivés. Et à mon avis, ça va être très compliqué. Donc, ils sont dans cette phase-là. Et Israël est à la fois, pendant comment dire, des décennies, Israël était à la fois le proxy, je dirais, américain dans la région, comme peut l'être de l'Empire l'Ukraine. Mais la différence, c'est qu'elle n'est pas que cela, parce qu'en retour, par son lobbying et ses réseaux aux États-Unis, eh bien, Israël est aussi, donc, est avant tout un réseau transnational d'influence et qui cherche à utiliser les puissances occidentales dans le renforcement de ses intérêts. Mais on voit maintenant qu'avec la violence public, parce que c'est retransmis en direct à Gaza, malgré la censure internationale sur ces questions, malgré la pression, le chantage à l'antisémitisme. Eh bien là, comment dire, le capital victimaire qu'avait emmagasiné Israël, eh bien là, s'effondre. Et donc là, je pense ils vont devoir, la politique Netanyahou devient encombrante, à la fois pour les États-Unis, mais même pour les diasporas, je dirais, juives de gauche qui sont éparpillées en Occident. Donc ça va vraiment devenir problématique. Ça explique pourquoi Trump a fait cette tournée au Moyen-Orient sans les Israéliens, ce qui est une première. Oui. Exactement, pour justement essayer de pacifier les choses et
on va dire, de pouvoir négocier plus facilement qu'avec. C'est impossible de négocier avec ce bagage génocidaire actuellement. Et il faut se rappeler que lorsque Trump et Netanyahou se sont rencontrés au début de l'année, Netanyahou avait offert un beeper d'or, une statue qui représentait un beeper d'or à Trump. Très ambigu. Bon, sachant que ces fameux pagers, beepers, oui, voilà, ont été utilisés. Là, je sens que qu'il n'est pas content, évidemment, mon cochon, mais en même temps, je ne connais pas le mot qu'on peut utiliser en français. Je fais appel aux auditeurs. C'est vrai que ça avait été utilisé contre le Hezbollah. Hein, contre les cadres du Hezbollah et contre la population civile libanaise, puisque les cadres du Hezbollah sont répartis à la population, et ces éléments électroniques, puis les talkie-walkie avaient explosé comme ça, et donc avaient tué et blessé beaucoup de gens. Et donc, il avait offert ça à Trump comme un avertissement, parce qu'en fait, c'est leur fonctionnement en fait. C'est ambigu en tout cas. Voilà, donc on peut penser que ces gens-là, enfin que Trump. Surtout quand on voit les enquêtes actuellement, Pierre-Antoine Plaquevent, qui sont en train de sortir sur le meurtre de Kennedy. Eh bien justement, pour moi c'est un peu une réponse. C'est à ce moment-là que Trump a aussi déclassifié ses dossiers. Donc je pense que c'est un petit peu le retour à l'envoyeur. Et en fait maintenant, je dirais, chacun se regarde en chien de faïence avec une main sur le colt. C'est un petit peu, c'est ça le monde de la vraie politique. Donc je pense que là. Et on dit que le premier qui tire est mort. Oui. Voilà. Et oui, justement. Mais le problème, c'est que en fait, les Israéliens sont impatients. Sont à la fois très patients sur le temps long, puisque leur projet, quel est-il? Youssef pourra rebondir là-dessus, mais leur projet est plus que simplement politique. Donc il y a l'aspect sécuriser, on va dire, un grand Israël qui soit un espace vital élargi pour Israël, mais c'est aussi transformer Israël en État théocratique, suprémaciste, ethnocentré. C'est pour ça que cela arrange aussi les Israéliens maintenant d'avoir effondré tous les régimes nationalistes arabes de la région, parce que ce qu'ils veulent en fait, c'est avoir maintenant en face, ils veulent des régimes strictement qui se réclament en fait strictement musulmans. Pour eux, se réclamer strictement du judaïsme religieux. Et comment dire? Et donc transformer la société, reconstruire évidemment le temple de Jérusalem, mais ce n'est pas juste, comment dire, un symbole de l'identité nationale ou historique israélienne, c'est réellement le centre d'un culte qui, en fait, restaurera pour eux le judaïsme tel qu'il était avant la destruction du Second Temple par les Romains. En 70 après Jésus. Voilà. Parce que pour eux, il y a une continuité historique qui en fait, ne s'est jamais interrompue, c'est que le judaïsme n'est pas complet tant que nous ne serons pas revenus à ce sacerdoce-là, le sacerdoce du temple. Et cela concerne les non-juifs aussi dans leur esprit, puisque le temple était l'endroit où l'Esprit de Dieu, la Shekinah, descendait sur le monde. Donc pour eux, quand le temple sera restauré, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui redescendra sur toutes les nations avec Israël comme une forme de nouveau Vatican, en quelque sorte, pour le monde entier, avec les prêtres juifs comme prêtres d'abord pour les juifs et pour l'ensemble de l'humanité. Il faut savoir que déjà, en Israël, il y a ce qu'on appelle un nouveau Sanhédrin qui est en train de se constituer, et aussi les projets d'une cour pénale internationale des religions, qui aurait vocation à remplacer la Cour pénale internationale. Ça, c'est singulier, ça. Oui, c'est une Cour pénale internationale qu'ils ne reconnaissent pas, vu qu'en plus, elle accuse Netanyahou. Donc, il y a vraiment une volonté. Et en fait, ces gens-là, ce sont en quelque sorte, même des gens, des sionistes américains comme Sheldon Lettich et d'autres, ont financé Trump. Donc, ils pensent qu'ils veulent le garder comme leur atout. Ils pensent que c'est leur homme. Mais Trump est en fait, moi, ce que j'appelle un césariste, c'est-à-dire que il cherche à sauver ce qui peut être sauvé des États-Unis, et en fait à créer un pouvoir, on pourrait dire, illibéral à la manière
à la manière d'un Poutine ou de ce qui se fait plutôt en Eurasie, c'est-à-dire de passer à un autre système, un système globaliste, à un système césariste, et où en fait le César équilibre les différentes tendances fortes de la société, et on pourrait dire, dont aux États-Unis évidemment les sionistes. Mais ils ne sont pas les seuls. Donc eux veulent l'exclusivité du pouvoir pour eux. Ils cherchent à faire. Ils considèrent que les dirigeants américains sont toujours leurs hommes. Mais là, on rentre dans une phase où en fait, c'est plus complexe. Alors, on avait eu, par exemple, à Mar-a-Lago, des sionistes millénaristes avaient amené une réplique de l'Arche d'Alliance qui avait été exposée longtemps dans la résidence de Mar-a-Lago, ensuite qui a été ramenée en Israël, que ces gens-là voulaient même faire venir sur le champ de bataille à Gaza pour aider les troupes. Donc on est dans cette mentalité-là. Et pour ces gens-là, l'Occident est en fait le véhicule de leur volonté de puissance, et l'Occident c'est la suite de Rome, hein, en fait. Et donc, c'est le dernier empire qui est encore debout et qui doit en fait transférer sa puissance vers Israël et être soumis à Israël. Mais il se trouve que bien, les Occidentaux, comme d'autres populations du monde, ne sont pas forcément d'accord avec ce projet. Merci Pierre-Antoine Plaquevent. On va maintenant laisser la parole aussi à votre confrère, compère, celui qui a écrit avec vous ce livre et aussi qui signe cet article Israël veut récupérer Gaza dans la revue Géopolitique Profonde. Vous pouvez prolonger bien sûr Youssef, continuer dans cette lancée si vous le souhaitez. C'est à vous la parole. Alors Pierre-Antoine a quasiment fait le tour de la question. Hier, on a parlé sur Géopolitique Profonde de l'actualité, donc je ne vais pas me répéter sur l'actualité brûlante. Oui. Mais j'aimerais insister un peu sur l'opposition entre sionisme qu'on appelle révisionniste, qui est allié au sionisme messianique, et face au sionisme libéral. Alors libéral, c'est plutôt en termes anglo-américains, parce qu'en fait, si on parle français, on va parler d'un sionisme de gauche, mais qui est passé d'un sionisme de gauche travailliste, ouvriériste, à un sionisme de gauche un peu comme a évolué le Parti socialiste en France, c'est-à-dire une gauche libérale et même libertaire. Donc, en fait, alors, et je vais vous laisser continuer, mais c'est le moment sur lequel je voulais placer juste un mot, que ce soit par rapport aux auditeurs, par rapport à l'ensemble des communautés. Il est bien clair que nous analysons un phénomène, qui est le sionisme, que l'on ne me dise pas qu'il y a dans les propos un antisionisme avéré. Ce n'est pas dire la vérité sur un phénomène que d'y être nécessairement opposé, et surtout, ne pas me faire le procès de l'antisémitisme qui est sans lien. Il n'y a pas encore, même si on sait qu'il y a des projets de loi aujourd'hui qui se préparent tendant à confondre les deux, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc je demande une liberté d'expression sur ce sujet et une tolérance vis-à-vis des propos qui sont tenus à partir du moment où rien ne contrevient à la loi à ce jour, tout du moins. Un jour peut-être nous ne pourrons plus parler de ces sujets. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Je vous laisse continuer, Youssef, pour mettre une bonne fois pour toutes cette limite. Je vous laisse continuer. Ça va votre propos va me permettre de rebondir parce que j'ai vu passer effectivement un projet de loi. Alors, il y avait déjà eu une ordonnance qui avait été votée en France en 2018 sous Macron pour amalgamer antisionisme et antisémitisme. Ce n'était pas une loi, c'était une ordonnance. Et là, ils veulent faire rentrer dans la loi en fait la criminalisation de la critique du sionisme et donc par extension de l'État d'Israël, du gouvernement de Netanyahou et donc en fait de l'État génocidaire actuel. C'est ça en gros. Et puis d'un mouvement qui existe de toute façon, le sionisme, ça existe, certains s'en revendiquent, et dans le mot critique, il y a le mot, dans la base, est critiquein, ce n'est qu'une analyse, on a le droit d'en faire une analyse et de la porter à la connaissance du public, bon sang. Ce qu'il faut dire, c'est que l'antisionisme, le premier antisionisme, est juif. C'est ça que ces incultes ne comprennent pas et ne savent pas. Quand j'entends, je crois que c'est Aurore Berger qui veut interdire la critique du sionisme, amalgamer antisionisme et antisémitisme, elle oublie simplement que la majorité des rabbins et des juifs religieux
jusqu'à une période très récente, c'est-à-dire jusqu'à l'après-guerre de 1967, étaient dans leur écrasante majorité anti-sionistes. Aujourd'hui encore, il existe des centaines de milliers, voire plus, de juifs religieux qui sont anti-sionistes. Voilà, c'est heureux de le dire, merci. Donc vous allez faire quoi? Vous allez envoyer en prison des rabbins hassidiques qui sont anti-sionistes? Les Natura Carta, etc., vous allez les envoyer en prison? Mais c'est eux, ils sont les pères originels et historiques de l'antisionisme. Puis vous avez un autre antisionisme juif laïque. Ça existe. Il y a un antisionisme juif laïque. Un des représentants dans les années 20 était un certain Dehaene, qui était un sioniste et qui est devenu antisioniste, religieux, qui allait à la synagogue et qui était à Jérusalem, et qui a été assassiné. Il a été assassiné par les organisations paramilitaires juives sionistes, que les historiens qualifient de terroristes, et qu'à l'époque, ils avaient identifié comme les Britanniques comme terroristes. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela. Le problème, c'est que les gens qui veulent légiférer sur ces sujets-là ne les maîtrisent pas. Ils ne les maîtrisent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Donc je referme la parenthèse. Voilà, vous pouvez continuer à développer. Merci. Donc je reviens sur cette opposition. Aujourd'hui, il y a un lâchage de Netanyahou par l'administration Trump, mais c'est un lâchage qui est facilité parce que, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, il y a une alliance objective entre l'administration Trump et les juifs libéraux qui sont par ailleurs des ennemis de Trump. Mais sur cette question-là, la question de Netanyahou, ils sont alliés objectifs parce qu'ils considèrent, à juste raison, que Benjamin Netanyahou et son gouvernement messianiste est un boulet géopolitique pour les États-Unis, mais il est aussi un danger du point de vue des sionistes de gauche, on va dire libéraux, il est un danger pour Israël et pour les sionistes eux-mêmes. C'est d'ailleurs pour cela que Jacques Attali l'a dit l'année dernière. Il a dit Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre, sa place est en prison. C'est le premier ennemi d'Israël. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on a une ligne de fracture au sein du sionisme. Ouais. Et disons que l'administration Trump appuie sur cette ligne de fracture. C'est ce qui facilite justement l'action de Trump. L'action de Trump ou la non-action de Trump, oui. Plutôt, quand par exemple, il passe un accord avec le Hamas directement pour obtenir la libération d'un Israélo-américain. Il passe un accord avec Ansarullah, les Yéménites. Qu'on appelle plus communément les Houthis, oui. Oui, mais eux ils ne s'appellent pas Houthis, ils s'appellent Ansarullah, c'est les auxiliaires de Dieu. Et il a passé un accord avec eux, donc un cessez-le-feu, pour qu'ils cessent, eux, de frapper les navires américains. Mais dans l'accord, il n'a pas intégré la non-agression d'Israël. Donc eux, ils continuent à frapper Israël. Et Trump laisse faire. Donc vous voyez, en fait, Donald Trump s'appuie... Il laisse faire, d'après vous, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de réaction. Ni d'Israël, et encore moins de la flotte américaine. Parce qu'en fait, Israël ne peut pas se défendre seul. Il ne peut pas attaquer seul. Le génocide à Gaza n'est pas possible sans l'armement américain. Les bombes américaines, c'est eux qui livrent les bombes par lesquelles ils massacrent la population civile. Donc Israël tout seul ne peut rien faire. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, je le répète, les États-Unis sont le portefeuille et le porte-avions d'Israël. Donc, pour revenir à notre thématique, ce que l'on voit en fait depuis la création du sionisme, l'implantation du sionisme, c'est une sorte de concurrence entre le sionisme laïque et le sionisme religieux. Et le sionisme religieux utilise depuis son origine, en fait, depuis l'implantation du Foyer national juif, etc., il utilise le mouvement laïque sioniste pour lui avancer. En fait, il chevauche le mouvement laïque sioniste. Et après la guerre de 67, il y a eu une montée en puissance de ce mouvement religieux qui est d'autant plus puissant qu'il s'est allié au sionisme révisionniste, c'est-à-dire le sionisme d'extrême droite, appelé aujourd'hui Likoud. Et donc, c'est eux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui ont réussi à rendre minoritaire le sionisme de gauche, le sionisme laïque. Voilà. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à une guerre interne, disons, en gros, pour faire vite, de ces deux sionismes.
Et c'est ça qui est intéressant, et c'est un angle et un sujet qui n'est quasiment jamais abordé, en fait, qui n'est pas abordé par les autres analystes. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Bien. Un auditeur proxy par procuration, s'il vous plaît, employez des mots français. Oh, il frétille de joie, mon cochon. Bon, très bien. On ne dira plus proxy, on dira par procuration dorénavant. Bon, il y a une multitude de questions, je vais les traiter, évidemment. J'ai une autre permanente, si j'ose dire, des auditeurs, auditrices, qui n'est autre que qui souhaite rester anonyme, donc je ne donnerai pas son prénom, qui nous remercie pour ses émissions, et je vais analyser sa question. En tout cas, bonjour. Oui. Bon, on va voir. Je vais lire les questions, parce qu'en fait, c'est des questions qui précèdent, qui sont plus sur l'aspect revue de presse. Donc ça, on va y revenir peut-être sur la fin de l'émission. Alors, Pierre-Antoine, concernant... il faut parler peut-être aussi de l'alliance finalement aux États-Unis. On en a, je crois d'ailleurs, dans ce couple-là qui a été assassiné à Washington, on a dit meurtre de 2 juifs. C'est faux, puisque si la fiancée l'était, pas du tout le fiancé, qui certes était travaillé en tant que diplomate à l'ambassade d'Israël aux États-Unis, mais qui par contre ça a été précisé par la famille de la fiancée, était un chrétien, mais qui était extrêmement proche justement d'Israël, et faisait partie justement en tant que chrétien, je crois, de ces évangélistes messianistes. Et j'aimerais qu'on m'explique un petit peu l'hybridation qui a pu apparaître à un moment donné justement entre ces mouvements à la fois messianique, et à la fois en Israël et chez les Américains, au sein des États-Unis d'Amérique, et l'union, d'ailleurs, qui est reconnue même par Trump. Trump considère que le peuple américain a connu une histoire qui le rapproche, au travers une exode, au travers une terre promise du peuple israélien. Le lien entre les deux. Peut-être Youssef sur cet aspect. Allez, Youssef. Oui. Allez. Oui, alors, pour essayer de faire court, toujours dans une perspective historique, le lien entre sionisme juif et sionisme aujourd'hui qu'on appelle sionisme chrétien, pour le saisir, il faut remonter au XVIIe siècle. Et à l'époque, il n'y avait pas d'idéologie sioniste telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y avait un projet sioniste religieux. Alors j'ai traité de cette question-là dans mes premiers travaux, il y a une dizaine d'années. Oui. Il y avait ce qu'on peut appeler un proto-sionisme qui était très minoritaire au sein du messianisme juif, qui est un messianisme actif. Et après la réforme protestante du XVIe siècle, qui ouvrait quand même la voie au judéo-christianisme, quand on lit certains textes de Martin Luther ou de Calvin, on voit bien que l'hybridation entre christianisme, plutôt protestantisme et judaïsme commence. Et au XVIIe siècle, on voit la naissance de mouvements millénaristes protestants qui vont adopter les vues et la vision de la fin de l'histoire du judaïsme. Et d'ailleurs, même dans certains textes de Martin Luther, on voit, parce qu'en fait, comme lui, il a traduit l'Ancien Testament, on voit bien qu'il a été imprégné de l'apocalyptique vétérotestamentaire. Lui-même, Martin Luther. Donc, c'est pas quelque chose qui naît comme ça du jour au lendemain. Bref, en tout cas, au XVIIe siècle, on voit dans des milieux protestants millénaristes en Hollande, en Allemagne, et dans la zone germanique et en Angleterre, on voit l'émergence d'un mouvement millénariste protestant proto-sioniste. C'est ce qui a mené certains historiens, Yakov Rabkin, Henri Laurence ou Ilan Pappé, arrivaient à la conclusion que le sionisme était né dans les milieux protestants millénaristes du XVIIe siècle. Dans mes travaux, dans mon premier livre paru en 2015, j'ai mis en évidence qu'en réalité, ce mouvement proto-sioniste
messianique, est né dans les milieux messianiques juifs au Moyen Âge, et il a pénétré les milieux protestants millénaristes, notamment au XVIIe siècle. Donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a une fusion du messianisme protestant et du messianisme juif. Donc dès le XVIIe siècle, et déjà dans les milieux autour d'Olivier Cromwell. Cromwell lui-même et Olivier Cromwell. Bon, je fais un rapide saut historique. Puis aux États-Unis, les héritiers religieux de cette histoire, les pères pèlerins et les autres, qui ne sont pas proprement parlés des calvinistes au sens classique, mais qui sont issus de sectes dérivant du calvinisme et du millénarisme, sont porteurs en fait de ce messianisme proto-sioniste qui est devenu un messianisme proprement sioniste. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui la proximité, d'ailleurs depuis les débuts, la proximité entre les États-Unis et Israël, notamment depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Voilà, je pense avoir répondu de façon synthétique. Merci, oui, très synthétique, merci Youssef. Nous sommes en compagnie de Youssef Indy et de Pierre-Antoine Plaquevent, entre autres pour un article sur Israël veut récupérer Gaza dans la revue Géopolitique profonde de mai 2025. Avant de passer petit à petit peut-être vers quelques questions d'auditeurs, il y en a qui commencent à s'amonceler. N'hésitez pas, c'est le moment d'écrire, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Peut-être un élément dont on n'a jamais parlé ensemble, que ce soit avec vous, Youssef, ou avec Pierre-Antoine, qui, moi, me saute aux yeux. C'est-à-dire que quand vous parlez de millénarisme, quand vous parlez de messianisme, on est dans les grandes hérésies, les grandes hérésies du christianisme, et dont les origines remontent à bien avant encore le Moyen-Âge, mais au premier concile, à ce qui a été tout de suite les premières oppositions. On ne sait pas d'ailleurs si dans ces conciles, si le catholicisme s'est construit à partir de là ou si elle a rejeté ce qui est advenu comme étant ce qui a été considéré comme des hérésies. Mais il faut bien avoir... Est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait, sans parler du protestantisme qui arrive bien après, que finalement, c'est dans un milieu qui est tout à fait en marge, même si le catholicisme lui-même va être à certains moments, entre autres, pénétré par l'idéologie duelle, enfin par les hérésies dualistes, par exemple. Mais est-ce qu'on doit relier aussi, puisque vous êtes pas loin d'être, sans être historien des religions, Youssef, est-ce qu'on peut, et Pierre-Antoine interviendra quand il le souhaitera, dire qu'il y a une ligne, une espèce de ligne ou de fil invisible qui relie à la fois ces premières hérésies, des premiers siècles après Jésus-Christ, jusqu'aux hérésies modernes, qui sont justement des millénarismes et des messianismes, qui imaginent que le Christ ou qu'un Messie, un Massia, va revenir sur Terre, ce qui n'est pas du tout envisagé dans le dogme chrétien, ou même dans la théologie chrétienne. Je me demande bien pourquoi il reviendrait. En tout cas, chez Léonos. Oui, je vois bien. Alors, déjà, pour ce qui est du millénarisme, effectivement, le millénarisme ne naît pas à la Renaissance. En fait, ce qu'on appelle le millénarisme vient du millénium, qui est une interprétation des évangiles, notamment de l'Apocalypse. Oui. Et donc, il y a cette idée, cette interprétation des textes. D'abord, à l'époque des apôtres, on croyait que le Christ allait revenir rapidement, avant même la fin de la première génération. Oui. Puis, puisqu'il n'est pas revenu, ils ont commencé à interpréter autrement, c'est-à-dire qu'il y aurait un millénium, donc dans 1000 ans, le Christ reviendrait pour 1000 ans. C'est ça, 1000 ans de paix. 1000 ans de paix, où le Satan, le diable, Satan, serait, enchaîné, lié. Oui. Voilà, enchaîné, immobilisé. Donc le millénarisme part de cette interprétation. Le problème, c'est que c'est un problème qui touche d'abord le judaïsme et qui va toucher ensuite le christianisme via surtout le protestantisme. C'est qu'on ne va plus se contenter d'attendre le retour du Christ sous l'influence du messianisme actif juif. On va essayer de provoquer
le retour du Christ, et donc ce millénium. Et c'est en cela que c'est extrêmement dangereux. Parce que si on... Les accélérationnistes, on pourrait presque les appeler. Oui, voilà. Alors, je ne suis pas sûr que dans les premiers siècles du christianisme, parce qu'il y avait effectivement un combat contre les hérésies, mais toutes les hérésies ne se ressemblaient pas. Au 1er ou 2e siècle, par exemple, autour du bassin méditerranéen, vous aviez déjà à peu près 70 sectes chrétiennes gnostiques. Alors là, tout le gnosticisme. Et le gnosticisme lui-même n'est pas unifié. Vous avez des strates de gnosticisme jusqu'à un certain gnosticisme extrême qui a produit des sectes, notamment qui est pas loin de la secte, qui ressemble pas mal à la secte du sabbato-franquisme dans le judaïsme, qui s'appelait la secte des Caïnites au IIe siècle. Oui. C'est-à-dire c'était une secte qui considérait que tous les personnages négatifs de l'Ancien et du Nouveau Testament sont en fait des personnages positifs, et inversement, les personnages positifs négatifs. Et en fait, ils adoraient, enfin, ils révéraient Caïn, parce que, donc Caïn qui a tué Abel, voilà, en disant que en fait, Caïn a bien fait de tuer Abel, parce que Abel était le fruit d'une relation entre Ève et le démiurge, qui est une conception de la divinité maléfique. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous aviez des dérives sectaires de cette époque-là, et des concepts qu'on va retrouver bien plus tard. D'ailleurs, c'est la secte des Caïnites qui a produit l'évangile de Judas. C'est l'évangile apocryphe. Donc. Voilà, et donc ces dérives gnostiques, à un moment donné, vont fusionner avec une certaine mystique juive qui va donner naissance à la Kabbale, puisque la Kabbale elle-même est très très inspirée, imprégnée de gnosticisme. Et la Kabbale elle-même le mouvement kabbalistique va contourner l'interdit talmudique au XIIIe siècle, à partir de Moïse Nachmanide, va contourner l'interdit talmudique de retourner en Terre Sainte. C'est-à-dire que dans le Talmud, il y avait un interdit de retourner en Terre Sainte et de refonder le royaume d'Israël. Donc le sionisme, d'une certaine façon, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les premiers antisionistes sont des juifs religieux, parce qu'en fait le sionisme est une hérésie. Et cette hérésie-là a pour cause, en tout cas une des causes, la Kabbale juive, qui elle-même partage certaines vues historiques avec le gnosticisme. Donc oui, on peut dire que le sionisme, le protestantisme, le millénarisme, tous ces mouvements-là découlent de mouvements hérétiques qui remontent au 1er siècle, 2e siècle et 3e siècle. Ça, oui. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est clair, c'est une question très complexe, mais j'ai essayé de répondre au mieux à votre question. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Une auditrice a voulu le testament de Luther. Alors que cette auditrice dirait que le Calvin aurait eu des origines juives avant de devenir protestant. J'en ai jamais eu la preuve. C'est des on-dit, mais jusque-là, j'ai pas repéré dans sa généalogie. C'est possible, hein. Je n'ai pas repéré. Mais peu importe. Je dirais, il suffit qu'il soit d'origine juive ou pas. Martin Luther n'était pas d'origine juive. Pourtant, il converge avec le judaïsme par le retour à l'Ancien Testament. Et le retour à l'Ancien Testament est aggravé par Calvin. Il est beaucoup plus enraciné. Parce que, par exemple, Calvin, alors que lui, il se disait chrétien, mettait les Juifs ou le judaïsme au-dessus du catholicisme. En disant que le catholicisme, en gros, était plus hérétique que le judaïsme. Et on retrouve ça aussi, cette idée-là, dans les premiers textes, dans les textes de la jeunesse de Martin Luther. Donc c'est en cela que le protestantisme véritablement est plus proche du judaïsme que du catholicisme, et plus proche de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Enfin, je vois que le prince de ce monde, le prince de la confusion, fait son œuvre, hein, avec tout ce micmac, si vous me permettez de le dire. C'est comme
les notions de guématrie et de cabale. Hein. On ne peut pas la réduire au Moyen-Âge, ça c'est pas vrai. Hein. Elle existe depuis les analyses de la Genèse. Il y existe une cabale chrétienne. Je suis moi-même très proche de la penseuse Annick de Souzenel et je n'ai jamais eu l'impression qu'en analysant, en étudiant ces textes sacrés tels qu'elle peut l'offrir, ça faisait de moi un kabbaliste. Mais bon, je pense que les mots, le problème, c'est qu'ils recouvrent toute une foultitude de choses, et des fois totalement antinomiques les unes avec les autres. Vous dites bientôt, on ne pourra plus parler de certains sujets. 90% de la classe politique accepte de leur plein gré sans se révolter, même si j'espère un sursaut de prise de conscience des Français. Mais autour de moi, c'est le déni. Tout va bien. Ben oui, on a tous à en souffrir. Le temple de Jérusalem n'a pas été détruit par Rome en 70, mais par une faction juive menée par un zélote. C'est vrai ça ? Non, c'est bien les Romains, c'est Titus. Oui. Non, les Zélotes, eux, s'opposaient aux Romains et voulaient libérer la Judée des Romains. C'était le prétexte, quoi, pour les Romains. Mais c'est bien les Romains qui l'ont détruit. Je me suis posé dernièrement la question de savoir qui étaient les premiers Hébreux, ceux qui étaient là à l'époque du Temple, du Second Temple, à l'époque de Jésus lui-même. Et j'avoue que là, je me perds chez des historiens qui, là aussi, une confusion absolument incroyable. Et quel est, selon vous... Alors, oui, il y en a un qui veut intervenir là, c'est lequel? J'ai pas vu. Sur cette question-là, justement. Alors, j'aimerais que vous donniez vos lumières sur ce point, parce que c'est passionnant. C'est-à-dire que tout le problème, c'est effectivement la confusion entre, on pourrait dire, les deux judaïsmes, le judaïsme antique et le judaïsme actuel. Je suis bien d'accord. Surtout d'un point de vue chrétien. Parce que vous parliez des hérésies. En fait, on pourrait dire le judaïsme antique affrontait non pas on pourrait considérer ça des hérésies, si on considère qu'il y a toujours eu que Dieu a toujours donné une tradition aux hommes. En fait. Oui. Eh bien, ils affrontaient des paganismes qui tentaient d'infiltrer aussi le judaïsme et qui par moments y réussissaient et qui seraient l'équivalent ensuite des hérésies, c'est-à-dire de courants qui ensuite amenaient à des aberrations qui pouvaient aller jusqu'au culte d'idoles et au sacrifice même humain à ces idoles comme le culte de Moloch, etc. Et donc donc cette guerre, si on veut, de religion, elle dure depuis toujours. Parler de Caïn et Abel, en fait, elle dure depuis Caïn et Abel et depuis l'origine de l'humanité. Mais et donc dans le judaïsme, le problème, c'est que n'ayant pas reconnu le Christ comme Messie, en fait, voulant un Messie justement particulariste et qui serait vraiment un roi d'Israël qui amènerait ensuite une domination d'Israël sur les autres nations, n'ayant pas compris le Christ, en fait, l'ayant rejeté, eh bien, le judaïsme, d'après le Christ, est différent. Mais oui. Et il s'est vraiment axé sur la tradition, sur les commentaires talmudiste. Ensuite, il a été pénétré effectivement de toutes ces influences gnostiques. Vous parliez très justement de la Kabbale, mais en fait, ils se sont accaparés des choses qui en fait étaient même l'analyse numérologique des alphabets. C'est quelque chose qui remonte même les pythagoriciens avec ces notions-là. Donc en fait, ils se sont progressivement, ils sont devenus l'éponge un petit peu de tout ce qui était rejeté par l'Église catholique, par l'Église catholique et on pourrait dire par l'orthodoxie chrétienne, en fait, qui progressivement se construisait autour de Rome. Parce que la question centrale, c'est aussi la romanité. Parce que comme disait Youssef, à partir d'un certain moment, les chrétiens se sont dit, bon, quand est-ce que le Christ va revenir? Et c'est ce que saint Paul leur répondait, parce que certains chrétiens étaient impatients, et il leur disait dans ses épîtres, avant que le Christ... En fait, c'est la philosophie de l'histoire chrétienne, réellement, c'est saint Paul qui l'a décrit, c'est avant que le Christ ne revienne, donc à la fin des temps, pour juger l'humanité, puisqu'il est venu une première fois pour se révéler, puis il reviendra une deuxième fois pour juger. Eh bien, avant qu'il ne revienne, avant la parousie, il faut que vienne ce qu'il appelle le fils de perdition, l'antéchrist, l'adversaire, l'anti-messie. Oui. Mais pour que vienne cet anti-messie, il faut que soit levé
celui qui le retient, dit saint Paul. Alors il appelle ça en grec tokatékon, celui qui retient. Oui. Et c'est là que l'exégèse chrétienne, enfin des pères de l'Église, se sont dit, bon, qu'est-ce que cette puissance qui retient la venue de l'Antéchrist? Eh bien, il y a plusieurs interprétations, mais la majoritaire était de dire que c'était l'Empire romain. Oui. Mais l'Empire romain, dans son essence, c'est-à-dire même une fois que l'Empire romain a cessé d'exister, ce sont les puissances politiques qui ont hérité de la romanité. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est ça qui est en train d'être totalement détruit aujourd'hui. Exactement, oui, tout à fait. On peut dire la France, fille aînée de l'Église, et le catéchone catholique. La Russie, pour dire fille aînée de Byzance, et le catéchone pour le monde orthodoxe. À un niveau géopolitique, vous regardez, vous avez la France qui est le Finistère de l'Eurasie et la Russie qui est... Donc géopolitiquement, vous avez tout un continuum boréal, hein, qui en fait est attaqué et segmenté, d'où l'obsession des mondialistes pour la segmentarisation de ce continuum de puissance en Eurasie, qui a une visée non seulement géopolitique et stratégique, mais aussi théologico-politique. Il faut empêcher que la romanité puisse être à nouveau jointe. Oui. Et donc dans le protestantisme, effectivement, comme bien dit Youssef, revient au judaïsme. Les sectes contemporaines protestantes, pour certaines, ne font même plus considèrent que leur religion, le culte a lieu le samedi, le jour du sabbat. Il y a beaucoup de courants protestants qui maintenant, extrêmes, pour qui c'est le sabbat, qui ont donc l'idée que Israël a un rôle central encore, que en fait les promesses vétérotestamentaires, enfin les promesses de Dieu aux Juifs de l'Ancien Testament continuent d'être actives, qu'il n'y a pas eu un transfert vers la chrétienté. Et donc il y a une vraie problématique, alors que l'Évangile est clair là-dessus. Le Christ leur dit bien qu'ils font à un moment donné, il y a une science, c'est-à-dire que quand le Christ vient, c'est le moment où finalement les autorités juives se sont dévoyées. Pas tous les juifs, puisqu'on voit que le peuple le suit, ou même certains, même beaucoup de dignitaires le suivent. Mais ceux qui sont le cœur de la synagogue et du Sanhédrin savent très bien qu'ils ont détourné le message mosaïque originel. Et c'est pour ça que le Christ leur dit, vous faites la volonté de votre Père, qui est le diable, sinon vous comprendriez qui je suis. Voilà. Et donc en fait, maintenant se pose la question à notre époque contemporaine, si on est réellement chrétien, comment est-ce qu'on peut être finalement chrétien sioniste, dans la mesure où le sionisme n'est plus seulement une idéologie laïque qui viserait à donner une terre à un peuple sans terre, comme on dit autrefois, mais réellement un projet théologico-politique qui concerne non seulement Israël, mais l'Occident lui-même. Donc, et qui considère que finalement, la tête de l'Occident, c'est Israël. Et en fait, en gros, que l'Occident doit être déromanisé. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on voit, c'est là aussi qu'il va y avoir, je pense, une confrontation. On voit qu'autour de Trump, et Trump lui-même ne se dit plus, je crois qu'à la base, il est issu d'une famille anabaptiste ou quelque chose comme ça, mais il se dit chrétien. Il se dit déjà, il y a une volonté de faire... Et on voit J.D. Vance qui est catholique. On voit un retour du catholicisme. Et donc, il va y avoir là-dessus, en fait, si vous voulez faire du césarisme politique, rien que dans le terme, vous êtes obligé de réinjecter en quelque sorte de la romanité. Oui. Et on aura ce paradoxe que les États-Unis, qui étaient la plateforme, je dirais, mondiale de l'anti-romanité, oui. Doivent eux aussi réinjecter de la romanité, et ont d'ailleurs toujours eu une population catholique forte et très engagée. Les plus engagés dans les mouvements pro-vie et autres, ce sont les catholiques aux États-Unis. Donc en fait, ils vont devoir prendre en compte cette variable-là, et je pense que ça peut effectivement changer la donne. Et pour conclure sur ce projet évangéliste sioniste, il y a même des prédicateurs célèbres, évangélistes, certains ont même fini leur vie en Israël. Il y a vraiment comment dire, un problème avec cet accélérationnisme. Effectivement, on peut pas considérer, un chrétien ne peut pas considérer qu'on peut faire le mal pour amener au bien.
Donc on ne peut pas accélérer la venue de l'antéchrist pour le mal le mal collabore avec le bien, mais ça c'est autre chose en effet. Mais ça n'est pas aux chrétiens de le. Exactement, c'est pas à l'homme de le faire. C'est-à-dire c'est sur un plan supérieur effectivement, mais. Vous m'avez pas répondu, je croyais que vous vouliez me répondre, mais l'origine des Palestiniens, parce que ça, c'est quelque chose... Des Palestiniens, je croyais qu'il parlait du judaïsme ancien. Non, moi, c'est l'origine des Palestiniens, alors j'ai lu des Hébreux, c'est pour ça. Oui. Oui, mais est-ce que justement, ces Palestiniens, est-ce que ce sont les anciens Philistins, comme certains le disent? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, finalement, dans cet acharnement... à tuer, à éliminer. J'ai l'impression parfois qu'on a affaire à des criminels qui cherchent à éliminer par une espèce d'usurpation. Vous voyez ce que je veux dire? Inconscient, hein, je pense que c'est totalement inconscient. Hein. Mais c'est le pire, évidemment. Ou pas forcément inconscient, parce que effectivement, je crois que. Alors, on m'a dit, alors ça serait vérifié, peut-être Youssef le sait, que les analyses génétiques en fait ont été interdites en Israël justement par rapport à cet aspect-là, pour pas qu'on puisse parce qu'en fait comme ils se réclament justement de cette filiation-là des Juifs de l'Antiquité, et bien comme ils viennent en majorité d'Europe de l'Est, et bien finalement les autres seraient plus légitimes et plus descendants des Sémites. Alors oui, parce qu'ils sont des musulmans, 90% des Palestiniens sont musulmans aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Exactement. Mais alors les Juifs vont dire, enfin les Israéliens, pour dire les israélistes, je me dis certains, disent que en fait les Palestiniens seraient vraiment les descendants des Philistins. Donc ça permet de les raccrocher à une espèce d'ennemi ontologique. Ce que fait toujours les sionistes, puisqu'ils rappellent toujours la filiation avec aussi Amalek, le peuple des Amalécites qui ont combattu les Juifs après avoir quitté l'Égypte. Donc il y a toujours, on essaie toujours de raccrocher à des ennemis fondamentaux comme ça, ou bien. Donc, mais effectivement, est-ce que c'est vrai? Et il y a cette idée aussi. Alors j'avais bien sûr, vu à un moment donné le fait que dans le sionisme d'origine, il y avait même des courants du sionisme qui en fait rejetait même en fait le mosaïsme et se réclamait même des paganismes cananéens. Donc ça peut partir. Ce sont des idéologies en fait. Je crois qu'on est assez proche de la vérité là. Oui. Et en fait, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, à mon avis, qui est. Et puis il y a cette fuite en avant. Vous savez, par exemple, quand il y avait je pense que Netanyahou est aussi contraint, pousse en avant, parce que durant le Covid, par exemple. Israël a été, selon les mots même de Pfizer, un laboratoire pour les tests, pour tester l'injection Covid. Et vous aviez des gens comme le professeur Zelenko, qui était un rabbin justement traditionnel, traditionnaliste même, qui s'opposait frontalement à ces campagnes-là. Et vous avez beaucoup de gens, vous avez des professeurs, même beaucoup de professeurs franco-israéliens, comme le professeur Seligman, qui dénonçaient ces campagnes-là. Totalement. Et en fait, il y avait des manifestations régulières en Israël contre tout ça, des accusations de nouveaux génocides, etc. Et en fait, embrayé tout de suite. Ensuite, il y a eu comment dire, et les manifestations anti-Netanyahou ont perduré après le Covid. Et en fait, embrayer sur la guerre, c'est le meilleur moyen de mobiliser la société, de se débarrasser des éléments qui sont dans l'opposition, et puis d'avancer comme ça. Et je pense que c'est comme en Ukraine, une fois qu'on a, comment dire, quand on est un criminel, on ne peut plus faire machine arrière, parce que soit on accepte le jugement, soit on doit vaincre ou mourir en fait. Donc c'est un peu ça le. Merci Pierre-Antoine. Youssef, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois, sur l'origine des Palestiniens. Oui, alors il y a des études génétiques qui ont été menées, des études génétiques séparées, des études génétiques sur les Ashkénazes, en fait, qui constituent 75% des Juifs à travers le monde, et des études génétiques sur les Palestiniens. Ce que montrent les études, c'est que les Ashkénazes sont des Européens, dans leur écrasante majorité, qu'il y a des traces infimes de sémitisme, de sémites, parce que il y a eu très tôt, notamment à l'époque romaine, un prosélytisme juif et des mariages entre juifs et européens.
mais les Ashkénazes sont en fait en gros à 99% européens, donc ils ne sont pas sémites, pas descendants des Hébreux. Ça, c'est réglé. Oui. Maintenant, pour ce qui est des Palestiniens, il y a des études génétiques qui mettent en évidence que, en fait, ils ont comparé le code génétique des Palestiniens et des anciens Hébreux et des peuples de la région. Et en fait, ils sont similaires. La majorité des Palestiniens sont des descendants des Hébreux, mais pas seulement. Parce qu'en fait, vous voyez parmi les enfants palestiniens massacrés qu'on voit ou qui sont encore vivants, vous voyez des petits blonds et des petits blondes aux yeux bleus. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de mélanges dans la région, notamment avec des Grecs. Il y en a qui sont d'origine grecque, d'autres qui sont d'origine arabe. Arabe dans le sens où, même durant l'époque romaine, il y avait, parce que bien avant l'expansion musulmane, il y avait des Arabes qui avaient migré. Quand on dit les Arabes, je parle des vrais Arabes, de la péninsule arabique, qui ont émigré vers le nord, en Palestine. Et d'ailleurs, des princes arabes collaboraient avec les Romains, donc c'était contrôlé par Rome. Et les princes arabes étaient un peu comme des satrapes de Rome. Donc vous avez des traces arabes, mais essentiellement, effectivement, si on cherche des descendants des Hébreux, c'est eux, ce sont les Palestiniens. Donc en fait, on a des Palestiniens qui ont des descendants d'Hébreux, qui sont massacrés par des Européens et des Séfarades, donc des Juifs d'Afrique du Nord et des Juifs d'Europe, qui se font passer pour eux, c'est-à-dire qui se font passer pour des descendants des Hébreux. Et pour revenir sur les études génétiques, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est interdit, mais je me souviens quand j'avais lu le livre de Shlomo Sand, l'historien israélien, Comment le peuple juif fut inventé, où il parlait d'études génétiques menées en Israël pour essayer de trouver le gène juif. Le genre de truc... Et après, on nous explique que c'est ceux qui recherchent la génétique qui sont d'affreux racistes. Eh ben, dis donc. C'est le genre d'études que les nazis auraient pu mener, vous voyez, trouver le gène juif. Le gène arien, oui. Donc voilà, et donc finalement, peut-être que ces études génétiques n'ont pas été satisfaisantes et qu'après ils les ont interdites. Je ne sais pas, mais en tout cas, les études, j'ai publié ça dans un article il y a peut-être un peu plus d'un an sur Égalité et Réconciliation sur ces études-là, donc je les ai publiées. C'est formel, voilà. Les Hébreux, s'ils sont quelque part, c'est en Palestine. Voilà. Ils ne viennent pas de Pologne ou de Russie ou je ne sais quoi. Ça ouvre des perspectives abyssales. C'est l'objectif de ce type d'émissions qui peuvent paraître parfois un peu presque confuses parce qu'on manie énormément de concepts en très peu de temps et à l'oral, et c'est pour ça que je fais référence toujours au livre. Si vous voulez, il faut approfondir ce genre de thème. Là, on va nous dire oui, bon, tout ça c'est un peu foutraque. Non, pas du tout. Je peux vous dire pour avoir lu certains des ouvrages des deux auteurs, mais il faut lire, il faut aller à la base, puisque là en fait c'est un rapide survol, bien évidemment. Mais oui, et puis Antoine. Vous avez vu que ces thèmes-là maintenant sortent sur la place publique. L'autre fois, on en parlait avec Youssef, mais on a un échange entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit où il parle de ces questions-là. Et où Luc Ferry fait des sorties complotistes en expliquant que Netanyahou a peut-être laissé faire le 7 octobre de manière à polariser la société et lui à se renforcer. Et Cohn-Bendit lui répond en expliquant oui, il faut comprendre derrière le projet sioniste, millénariste, le millénarisme sioniste qui remplace. Donc c'est-à-dire que c'est formidable. Voilà. Il parle du Grand Israël. Hein. Cohn-Bendit parle du Grand Israël, exactement. Mais Dany le Rouge, dis donc. C'est comme maintenant, on a été les premiers sur Stratégica à parler, à traduire les articles américains sur le Covid, etc. Et à l'époque, même, je me rappelle, quand je parlais même de dépopulation, de choses comme ça, maintenant on commence à parler de, en fait, oui, Pfizer était au courant de ce qu'il faisait. Voilà, nous on en parle depuis le début 2020-2021 sur Stratégica. À l'époque, une certaine droite, je me rappelle, me disait mais non, mais là, Plaquevent, c'est le grand complot, vous allez trop loin, etc. C'est toujours le grand complot, ça va toujours trop loin. Sauf qu'en fait, le rôle de l'analyste, c'est d'essayer de voir les choses en fait telles qu'elles sont dans leur je veux dire, comme un chirurgien, et après de définir par rapport à ça, se dire tiens, il est possible que ça aille dans cette direction. Donc là, on voit maintenant cette thématique. Pareil, quand on a commencé à en parler, tout le monde, c'est avec je dirais le terrorisme judiciaire qui est mis en place, où dès que quelqu'un va aborder ces choses-là, on va être... Et puis la peur, ensuite, vous savez, le moteur,
du politique, c'est la peur, hein. Donc il faut se libérer de la peur. La peur essentielle, c'est la peur de mourir, hein. Bon, ouais, donc déjà, si on essaie de se libérer de ça, on est libre ensuite. Voilà. Et on n'a plus toutes ces petites craintes, je dirais, bourgeoises, qu'a une certaine droite d'aborder certains thèmes et qui ensuite, après, se retrouvent. Et là, on le voit avec la question israélienne. Toute cette droite qui soutient maintenant Netanyahou, qui est allé d'un seul coup à Jérusalem à ce colloque sur l'antisémitisme. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Si Netanyahou est lâché par tout le monde, même par Trump, qu'est-ce que quelle était la stratégie derrière? Ça fait, ça fait longtemps que moi j'explique à certains amis de droite que en fait, soutenir Israël maintenant, c'est comme soutenir le Troisième Reich, je dirais, en 1945. Enfin, c'est pas juste une question de morale, c'est une question de bêtises stratégiques. Donc il faut réfléchir stratégiquement et se dire voilà, à l'heure où en fait, parce que Israël, ce n'est pas le régime actuel, c'est-à-dire que ce régime peut changer, peut s'effondrer, on peut passer à autre chose. Donc il ne faut pas se laisser aspirer. Vous savez, quand il y a cette dialectique, moi j'ai écrit mon premier livre sur Soros. Alors c'est si vous êtes contre Soros, vous devez être pour Netanyahou. Non, pourquoi? Enfin, pourquoi est-ce que pour avoir le droit de critiquer l'immigration de masse, je devrais valider le génocide, des autochtones palestiniens qui se raccrochent à leurs terres avec plus de force que la plupart des identitaires du monde entier. Donc non. Et donc en fait là-dessus, ce débat est installé de manière vous avez d'un côté l'antisionisme wokiste de type Rima Hassan, et puis de l'autre côté, ou Mélenchon, et puis de l'autre côté, vous auriez, je dirais, le conservatisme, enfin le pro-sioniste. Ben non, on est français, on doit, comme le faisait le général de Gaulle, toujours tracer la voie française, et qui est la voie d'une troisième voie et d'un équilibre, et de ne pas se faire. Vous savez, récemment est mort une personne que connaît peu le grand public qui s'appelle Michael Lydon aux États-Unis. Michael Lydon était comment dire, à la fois un analyste et un historien qui avait analysé le fascisme dans les années 70 et à la fois un stratège de la stratégie de l'attention en Italie et puis ensuite au Moyen-Orient. Je m'explique. Cet homme, après avoir explicité les rouages internes du fascisme des années 20-30, s'est ensuite lié au service américain et italien à la fin des années 70 et a participé un petit peu à la mise en forme de la stratégie de l'attention avec les manipulations autour des milieux extrémistes et avec notamment dans l'attentat de la gare de Bologne. Puis cette personne s'est reconvertie. En fait, c'est un petit peu celui qui on va dire, mettait en fait, analysait ce que seraient les ennemis idéologiques des États-Unis et puis comment les manipuler. Ensuite, il a fait ça avec l'islamisme et il a été un conseiller de Daniel Pearl et de tous les gens qui se sont mis autour de Bush et qui ont fait le coup d'État, je dirais, autour du 11 septembre 2001. Voilà, et on arrive à ça, je dirais, à récemment ce qu'on a vu, l'assassinat aux États-Unis de ces deux personnes qui travaillaient à l'ambassade israélienne. Et donc on a toujours, en fait, il faut comprendre ça, c'est-à-dire que donc c'est la stratégie de l'attention. Et cette stratégie de l'attention va se polariser autour c'est de la dialectique. Vous avez une thèse que vous voulez faire avancer, puis l'antithèse, eh bien, vous parliez au début de l'émission, pourquoi est-ce qu'on nous parle des frères musulmans, etc. Parce qu'il y a constamment une stratégie de l'attention avec des ennemis géopolitiques qu'il faut manipuler. Et un Michael Lydon, par exemple, était un personnage je dirais pas vraiment que de l'ombre, hein, puisqu'il a été un peu médiatisé à une époque aux États-Unis, mais qui a vraiment théorisé, fabriqué ça, et fabriqué notamment les liens entre une certaine extrême droite et les réseaux israélo-américains. Et ça se poursuit de nos jours. Il y a une guerre de l'ombre, et c'est une superposition, je dirais, qui va depuis la géopolitique, cette guerre de l'ombre entre services, et puis ensuite vraiment la guerre occulte entre des factions sectaires
rivales, religieuses rivales. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver un peu après à comprendre un peu ces différents plans qui se superposent. Sinon, on est et surtout Il si on reste veut plus être beaucoup de temps, hein, Pierre-Antoine, voilà. et sinon, mais vraiment Allez-y, quelques... voilà, c'est bon. C'est tout. D'accord. Le problème, c'est qu'il reste que 6 minutes. Les questions sont tombées, et je n'ai pas du tout eu l'occasion de les développer, surtout qu'on part dans... Alors, il y avait effectivement des Arabes à l'époque de Jésus, les Nabatéens, nous explique cet auditeur, notamment le roi Hérode le Grand. Celui qui a conduit le temple était un prince nabatéen. Bon, il y a énormément d'autres questions. Il y en a une sur l'euro numérique, oui, bien sûr. Mais ça, on fera des émissions sur le sujet en octobre prochain et de la menace qu'elle fait courir, bien sûr, sur nos libertés. On a pu parler aussi de Darmanin qui s'entichait soudain de ces monnaies numériques et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de monnaie fiduciaire. Youssef Indy, il y a une question vous concernant, peut-être, alors qu'il reste que 5 minutes, ça va être un peu court pour le traiter, mais juste cette question, parce qu'elle est posée, est-ce que, et ça va me permettre de regarder un peu les autres et de conclure cette émission, existe-t-il aussi, comme il existe un millénarisme chrétien et un millénarisme juif, est-ce qu'il existe un millénarisme musulman avec le Mahdi? Et alors ça, c'est dans la tradition chiite. En fait, bon, le Mahdi existe dans la tradition sunnite et chiite. En fait, c'est l'idée que un personnage qui va restaurer le califat et la paix mondiale, qui va s'opposer à l'antéchrist. En fait, la figure de l'antéchrist existe dans le christianisme et l'islam. Et dans le christianisme comme dans l'islam, l'antéchrist, qu'on appelle en arabe Dajjal, donc le faux messie, Oui. sera le messie des juifs. Vous voyez, c'est en miroir. Et donc, un personnage doit arriver à la fin des temps, le Mahdi, qui doit combattre l'antéchrist. Et dans son combat contre l'antéchrist, eh bien, il est aidé dans la phase finale de cette guerre par le retour du Christ, par le Christ. Donc le Christ vient, descend sur terre et élimine l'antéchrist. Donc ce sont des histoires, des fins d'histoire assez similaires dans le christianisme comme dans l'islam. On retrouve d'ailleurs la guerre de Gog et Magog. Oui, alors Mais ça, rien que la effectivement, guerre de Gog et Magog, ça mériterait un long développement. Hein. oui, puisque Gog et Magog, on les trouve dans l'Ancien Testament, on Ouais. les trouve dans l'Apocalypse et dans le Coran. Donc on est tous d'accord sur la guerre finale de Gog et Magog. Mais effectivement, dans la tradition chiite, il y a une insistance et une centralité du Mahdi qu'il n'y a pas dans la tradition sunnite. Pour les sunnites, le Mahdi doit naître comme n'importe quel homme, il doit émerger d'Arabie, il portera le nom du prophète et son père le nom du père du prophète, alors que dans la tradition chiite, il est occulté, notamment dans la tradition du Haut-Décimène. Dans le schisme du Haut-Décimain, le Mahdi est venu, c'est le 12e imam, et il a disparu, il est occulté, et il sortira de son occultation à la fin des temps pour combattre l'antéchrist. Voilà, donc, mais le Mahdi existe aussi dans le sunnisme. Voilà pour faire court. Mais on n'a pas, sauf dans certains mouvements chiites extrêmes, il n'y a pas de messianisme actif. Mais effectivement, vous pouvez trouver dans certains mouvements chiites extrêmes une volonté de déclencher l'Armageddon pour accélérer la fin des temps. Mais encore une fois, ce n'est pas une vue qui est majoritaire au sein de l'establishment iranien. Voilà. Ah bah En fait, justement, sur tous ces aspects, en tous les cas, un auditeur, bonjour et merci pour le courage nécessaire pour traiter des sujets devenus tabous. Alors, je passe le début. Escalade contre l'Iran, c'est-à-dire une guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, ce qui provoquerait une grande guerre qu'ils appellent notamment la guerre de Gog et Magog. Et dans l'eschatologie juive, et là, on le rapporte dans le livre, des rabbins importants pensent que, et ça a été repris par des évangéliques américains, pensent que Gog est la Russie et que donc, en définitive, dans cette guerre apocalyptique de fin des temps, Israël serait opposé à la Russie et donc les États-Unis également. Et donc c'est extrêmement dangereux. Je pense que là, c'est très concret, nous dit cet auditeur. oui, justement, c'est dans notre livre, on en parle, on explique que du point de vue des sionistes religieux, Gog est effectivement associé à la Russie,
Et selon eux, dans la grande guerre de la fin des temps, eh bien, Israël se retrouvera opposé à la Russie, qui est la troisième rame. Donc en fait, les différentes vues et analyses, qu'elles soient rationnelles ou religieuses, convergent. Et d'ailleurs, je citerai Une Ehud minute, Barak. même pas. Oui. Voilà, Ehud Barak, dans une interview sur LCI en avril 2024, disait à Darius Rochebin que Netanyahou est entouré de ministres messianiques qui veulent pousser Israël dans une guerre contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. Et Ehud Barak c'est exactement ce qui est écrit, cet auditeur. Oui. Voilà, Ehud Barak est un ancien Premier ministre israélien. C'est sûr. C'est pas un antisioniste. Mais il a surtout, semble-t-il, des petits soucis sur l'île Epstein, Barak. Oui, si c'était un proche d'Epstein et un associé de Epstein. Ouais, ça, voilà, faut pas l'oublier non plus, ça. Il reste même pas une minute. Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme. C'est Youssef Indy, Pierre-Antoine Plaquevent, qu'on remercie bien évidemment de cette participation. Une émission qui aurait mérité de passer pendant au moins 3 heures pour qu'on ait vraiment le temps d'échanger. C'est pas grave, on en refera une prochainement. Merci à tous les deux. Un grand merci évidemment. On rappelle aussi votre article dans Géopolitique profonde de mai 2025. Eh bien, Israël veut récupérer Gaza. Indy Plaquevent. Merci à vous. Je termine avec l'Alexandrin du jour. Merci Michel Dumas. D'Abraham à Jésus, il y eut 2000 ans. Des historiques temps, l'heure est-il au bilan? Avons-nous oublié l'édit de Saint de Milan en ce 3e jour du retour vigilant? Merci à tous. Merci de votre écoute et à très vite sur Radio Courtoisie pour le Libre Journal de Géopolitique profonde. Merci. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.